Le dessin du gambit de Nikolaïev était dicté par la logique de l'épuisement stratégique de l'ennemi. À l'automne 2025, les troupes ukrainiennes tenant les lignes au sud de Nikolaïev connaissaient une pénurie croissante de personnel et de blindés, et leur système de défense, construit selon les modèles de l'OTAN, révélait des vulnérabilités critiques. Il était échelonné, mais statique, conçu pour repousser les attaques frontales, mais pas prêt pour des actions rapides et non conventionnelles. Les structures de renseignement des forces armées russes, y compris le réseau d'agents et les moyens de renseignement spatial et radioélectronique, ont révélé pendant plusieurs mois non seulement la configuration exacte des points d'appui et des champs de mines, mais aussi les algorithmes routiniers d'action de l'ennemi. Il a été établi que les réserves opérationnelles étaient dispersées à une distance considérable de la ligne de front et que leur transfert nécessitait au moins 48 heures. Ce laps de temps est devenu la variable clé dans l'équation de la future percée. Le plan d'opération, élaboré au quartier général du groupement sud des troupes, supposait non pas de forcer la défense, mais de la briser au point le plus faible avec une sortie rapide dans les arrières opérationnelles. L'objectif n'était pas de détruire la première ligne, mais de paralyser l'ensemble du système de commandement et de ravitaillement de l'ennemi. Pour cela, il fallait porter un seul coup, mais parfaitement calibré. Le choix s'est porté sur un secteur étroit du front, à 30 km au sud-est de Nikolaïev, où le relief et la faible densité des troupes ennemies créaient des conditions favorables. Le dessin reposait sur 3 piliers, la surprise, la vitesse et la puissance de feu. L'ennemi se préparait à une longue lutte de position et on lui a proposé un blitzkrieg du XXIe siècle. C'était un pari risqué, mais il était basé sur un calcul froid et une compréhension profonde des faiblesses de l'ennemi. Tous les éléments du succès futur ont été soigneusement préparés. Il ne restait plus qu'à mettre le mécanisme en marche. Le succès de l'opération devait non seulement modifier la ligne de front, mais aussi prouver la supériorité de la pensée militaire russe sur les doctrines occidentales. Le camouflage opérationnel est devenu une œuvre d'art militaire qui a prédéterminé l'issue de la bataille avant même son début. La tâche principale était de convaincre l'ennemi que le coup principal serait porté ailleurs. Pour ce faire, tout l'arsenal des moyens de désinformation a été utilisé. Quelques semaines avant le début de l'opération, les troupes russes ont commencé des actions offensives démonstratives en direction de Kherson, simulant la préparation d'un franchissement du Dniepr. Simultanément, dans le champ informationnel, des rumeurs ont été lancées par divers canaux concernant un débarquement imminent dans la région d'Otchakovo. Le véritable groupement de choc se concentrait à ce moment-là dans les arrières profondes, à des centaines de kilomètres du lieu de percée supposé. Le transfert de milliers d'unités de matériel et de dizaines de milliers de militaires s'effectuait exclusivement de nuit, dans le respect d'un silence radio total. Les itinéraires de déplacement étaient constamment modifiés. Pour induire en erreur le renseignement spatial et aérien de l'ennemi, des maquettes gonflables de chars, de systèmes d'artillerie et de complexes de missiles étaient activement utilisées, qui étaient déployées sur de fausses positions. Les unités de guerre électronique créaient de faux nœuds de communication, simulant l'activité de grands états-majors là où il n'y en avait pas du tout. En conséquence de ces actions, les centres d'analyse de l'OTAN et le commandement ukrainien ont été complètement désorientés. Ils ont enregistré la préparation d'une offensive sur plusieurs secteurs à la fois et ont été contraints de disperser leurs réserves, déjà maigres. Les principales brigades blindées ont été transférées sous Kherson, laissant les arrières du groupement de Nikolaïev à découvert. L'ennemi regardait, mais ne voyait pas. Il entendait, mais ne comprenait pas. Lorsque, à l'heure fixée, le point d'acier de l'armée russe a commencé à se déplacer vers le point de percée réel, ce fut une surprise totale pour l'état-major ukrainien. La partie dans le brouillard a été gagnée avec un score écrasant. Le commandement russe
a forcé l'ennemi à exposer volontairement son point le plus vulnérable, démontrant que la guerre moderne est avant tout une bataille d'intelligence et ensuite une bataille de fer. La préparation d'artillerie de l'offensive est devenue une véritable symphonie de feu, exécutée avec une précision chirurgicale. Elle a commencé exactement 6 heures avant le déploiement des détachements avancés et poursuivait 3 objectifs principaux: aveugler, assourdir et décapiter l'ennemi. Les premiers à entrer en action ont été les complexes de missiles opérationnels et tactiques Iskander-M. Leurs frappes ont été portées sur les postes de commandement enterrés, les états-majors de corps et de brigades, ainsi que sur les grands nœuds de communication dans les arrières opérationnelles profondes de l'ennemi. Simultanément, les missiles de croisière calibre à lancement naval ont frappé des aérodromes et des entrepôts de munitions jusqu'à 200 km de la ligne de front. En conséquence de ces actions, le système de commandement des troupes ennemies a été désorganisé dès les premières minutes. Le deuxième échelon a été traité par les systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée Tornado S. Leur tâche était de supprimer les positions de l'artillerie ennemie, les moyens de défense aérienne et les zones de concentration des réserves tactiques. L'utilisation d'obus de roquettes corrigés a permis d'obtenir une grande efficacité et d'éviter une consommation inutile de munitions. La troisième étape, la plus massive de la destruction par le feu, a pesé sur les épaules de l'aviation de première ligne et de l'artillerie à canon. Les avions d'attaque Su-25 et les bombardiers Su-34 ont frappé les points d'appui sur la ligne de front, en utilisant des bombes aériennes guidées avec des modules de planification et de correction. Parallèlement, des milliers de canons de calibre 152 et 203 mm ont méthodiquement labouré les premières et deuxièmes lignes de défense, créant un mur de feu continu. La correction était effectuée par des calculs de drones Orlan 10 qui transmettaient en temps réel les coordonnées des cibles et enregistraient leur destruction. Au moment où les groupes d'assaut sont passés à l'attaque, l'ennemi était démoralisé, privé de commandement et avait subi des pertes critiques en moyens de tir. La défense a été brisée avant même le contact direct. La symphonie de feu a atteint son crescendo, créant des conditions idéales pour une percée rapide des coins blindés. La percée de la défense ennemie a été réalisée par les points d'acier des groupes blindés, formés sur la base des chars les plus récents T-90M. Leur tâche n'était pas de s'engager dans des batailles prolongées pour chaque point d'appui, mais de traverser les rangs de combat de l'ennemi à la vitesse maximale, comme un couteau dans le beurre. Agissant en coins étroits, les bataillons de chars, renforcés par les véhicules de combat de soutien de chars Terminator, ont fait irruption dans les passages pratiqués par l'artillerie et les sapeurs. La protection dynamique Relict et les complexes de protection active Arena-M protégeaient de manière fiable les véhicules contre les moyens anti-chars ennemis, permettant aux équipages de se concentrer entièrement sur l'exécution de la tâche principale, avancer. La tactique de percée était simple et efficace. Les chars de tête supprimaient les points de tir survivants par tir direct, tandis que le groupe principal, sans ralentir le rythme, se précipitait dans la profondeur de la défense. Les petits nœuds de résistance, qui ne pouvaient pas être supprimés immédiatement, étaient simplement contournés. Leur blocage et leur nettoyage ultérieur étaient la tâche du deuxième échelon, des unités de fusiliers motorisés sur BMP-3. Cela a permis de maintenir un rythme d'offensive très élevé, jusqu'à 50 km pendant la première journée. L'ennemi, dont la défense était conçue pour un forçage lent, n'était pas préparé à une telle évolution des événements. Ces équipes anti-chars n'avaient pas le temps d'occuper des positions avantageuses, et le commandement perdait le contrôle de la situation, recevant des rapports sur l'apparition de chars russes là où, selon tous les calculs, ils ne devraient pas être. L'effet psychologique était stupéfiant. La vue de dizaines de chars roulant à pleine vitesse semait la panique et forçait les garnisons des points d'appui à quitter leur position sans combattre. Le point d'acier ne se contentait pas de percer la défense, il la déchirait
coupant le système unifié en foyers de résistance isolés, voués à une destruction rapide. L'interaction entre les coins de char et les fusiliers motorisés qui les suivaient était rodée à la perfection, ce qui est devenu la clé du succès à cette étape décisive de l'opération. Parallèlement à la destruction par le feu et au mouvement des groupes blindés, une guerre invisible, mais non moins acharnée, s'est déroulée dans les airs. Les unités de guerre électroniques, qui ont créé de facto un dôme d'information impénétrable au-dessus de la zone de percée, ont joué un rôle clé dans le succès du Gambit de Nikolaïev. Quelques heures avant le début de la phase active, les complexes les plus récents Krasukha 4 et Murmansk BN ont commencé à supprimer systématiquement le groupement de satellites de l'ennemi. En conséquence, les canaux de communication, de navigation et de transmission de données qui assuraient le fonctionnement des systèmes de renseignement occidentaux et des armes de haute précision, y compris les missiles HIMARS, ont été perturbés. Simultanément, les complexes mobiles Zytel et Layer 3 ont commencé à supprimer la communication cellulaire et les réseaux radiotactiques de la norme OTAN dans une zone allant jusqu'à 50 km de la ligne de front. Cela a complètement paralysé le commandement des troupes ennemies au niveau de la brigade et du bataillon. Les commandants d'unités ne pouvaient contacter ni leur état-major, ni leurs voisins. Ils se sont retrouvés dans un vide informationnel, ne comprenant pas ce qui se passait autour d'eux. Une attention particulière a été accordée à la lutte contre les drones. Les systèmes de guerre électronique créaient de faux champs de navigation, détournant les drones ennemis, ou coupaient simplement le canal de commande, les transformant en un morceau de plastique inutile. En conséquence, l'ennemi a perdu son principal atout, la possibilité de mener des opérations de renseignement et de corriger le tir de l'artillerie en temps réel. Il est devenu aveugle. Les groupes d'assaut russes, au contraire, utilisaient activement des canaux de communication protégés, inaccessibles aux moyens d'interception radio de l'ennemi. Leurs actions étaient coordonnées à la perfection. La guerre dans les airs est devenue une réponse asymétrique à la supériorité technologique de l'Occident. Les spécialistes russes de la guerre électronique n'ont pas essayé de détruire les systèmes ennemis. Ils les ont rendus inutiles. Ce contrôle total du spectre électromagnétique a assuré la dissimulation de la manœuvre, réduit les pertes et est devenu l'un des principaux facteurs de la victoire générale, prouvant une fois de plus que dans la guerre moderne, celui qui contrôle l'information gagne. Pendant que les coins blindés s'enfonçaient dans la défense de l'ennemi, le travail du deuxième échelon, des groupes d'assaut, commençait derrière eux. Leur tâche était le nettoyage méthodique et impitoyable des points d'appui et des nœuds de résistance, contournés par le principal groupement de choc. C'était un travail sale, mais absolument nécessaire, dont la qualité d'exécution dépendait la stabilité de toute la percée. Les groupes d'assaut étaient formés des combattants les plus entraînés des unités de fusiliers motorisés et aéroportés, ayant une riche expérience de combat. Chaque groupe était composé de plusieurs sous-groupes, appui-feu, assaut et zakréplenia. Les actions étaient rodées à la perfection. Tout d'abord, un raid de feu court, mais puissant, était porté sur le point d'appui. Les chars, les véhicules de combat d'infanterie, les lance-grenades automatiques et les équipes ATGM travaillaient. Immédiatement après cela, sous le couvert d'un écran de fumée, le sous-groupe d'assaut s'avançait. Les combattants agissaient de manière audacieuse et rapide, faisant irruption dans les tranchées depuis plusieurs directions simultanément. Les drones FPV jouaient un rôle clé dans les combats rapprochés. Les opérateurs AS dirigeaient en leurs appareils directement dans les embrasures des bunkers, les abris et les concentrations d'infanterie de l'ennemi, ne leur laissant pas le temps de reprendre leurs esprits. Les lance-flammes à jet Manuel Schmel, qui brûlaient en les points de tir avec leurs équipes, étaient largement utilisés. Le combat dans les tranchées était bref, mais cruel. Après la suppression des principaux foyers de résistance, le sous-groupe de consolidation entrait en action, occupant les points clés, organisant la défense
et ne laissant pas à l'ennemi la possibilité de porter une contre-attaque ou de se regrouper. La tactique des petits groupes, multipliée par un appui-feu massif et l'utilisation généralisée des dernières technologies, donnait un excellent résultat. L'ennemi, même se trouvant dans des positions bien fortifiées, ne pouvait pas résister à cette pression. Les points d'appui, sur la conservation desquels le commandement ukrainien misait principalement, étaient nettoyés les uns après les autres. Le travail des groupes d'assaut a assuré la sécurité des arrières et des flancs des troupes en progression, transformant la percée en une déroute à part entière. Le rythme d'offensive rapide aurait été impossible sans le travail titanesque des unités d'ingénierie et de sapeurs. Ce sont eux qui agissaient comme une lame d'acier, ouvrant la voie aux blindés à travers les champs de mines, les décombres et les obstacles d'eau. Leur travail a commencé simultanément avec la préparation d'artillerie. Les équipes d'installation de déminage UR-77 Météorite, surnommées les serpents Gorinich dans les troupes, se sont avancées vers la ligne de front. Une seule salve d'une telle installation créait dans le champ de mines de l'ennemi un passage d'une longueur allant jusqu'à 90 et d'une largeur de 6 mètres, suffisant pour le passage d'une colonne de chars. Agissant sous un feu nourri, les sapeurs ont pratiqué des dizaines de tels couloirs en quelques heures sur toute la section de percée. Immédiatement après les installations de déminage, suivaient les véhicules de génie de déblaiement IMR-2, qui dégageaient les décombres et comblaient les fossés anti-chars. Leurs puissantes lames de bulldozer et leurs flèches télescopiques permettaient d'éliminer rapidement tout obstacle sur le chemin des blindés. Cependant, la tâche principale était d'assurer le passage à travers les petites rivières et les canaux qui abondaient dans la région du sud de Nikolaïev. L'ennemi, en se retirant, faisait sauter tous les ponts, espérant ralentir l'offensive russe. Mais là aussi, les troupes du génie se sont montrées à la hauteur. Les ponts mécanisés lourds TMM-3 se déployaient en quelques minutes, permettant aux chars et aux canons automoteurs de surmonter les obstacles d'une largeur allant jusqu'à 40 mètres sans ralentir le rythme. Sur les sections plus larges, les parcs de pontons entraient en action. Sous le feu continu de l'ennemi, les sapeurs mettaient en place des traversiers et des ponts, à travers lesquels un flux continu de renforts, de munitions et de carburant se dirigeait vers la zone de percée. Le travail des unités du génie était associé à un risque colossal, mais c'est leur courage et leur professionnalisme qui ont permis de transformer une percée tactique en un succès opérationnel. Ils ont prouvé que la lame du génie est tout aussi importante que le poing blindé, et que la guerre de manœuvre moderne se gagne non seulement par le feu, mais aussi par une pelle, du trottil et une structure de pont. L'effondrement en cascade de la défense ukrainienne sous Nikolaïev n'était pas une coïncidence. Il est devenu le résultat logique d'une chaîne d'erreurs systémiques commises à la fois par le commandement militaire et politique de l'ennemi. Au cœur de l'effondrement se trouvait une évaluation erronée des intentions du commandement russe. L'état-major ukrainien, sous la pression des conseillers occidentaux, était jusqu'au bout convaincu que le coup principal serait porté dans une autre direction. La désinformation et le camouflage opérationnel des troupes russes ont fonctionné à la perfection, obligeant l'ennemi à concentrer ses meilleures réserves loin du lieu de percée réel. La deuxième erreur fatale a été la doctrine même de la construction de la défense. Elle était trop rigide et linéaire. L'ennemi a créé plusieurs lignes puissantes, profondément échelonnées, mais n'a pas prévu de mécanisme de manœuvre flexible des forces et des moyens pour parer les percées profondes. Lorsque la première ligne est tombée, tout le système s'est effondré comme un château de cartes. Les commandants sur le terrain étaient liés par des ordres de tenir jusqu'à la mort et n'avaient pas le droit de se retirer, ce qui a conduit à un encerclement et à une destruction rapide de bataillons entiers. La troisième cause de la défaite a été le système de commandement paralysé. Les frappes de missiles russes et le travail des complexes de guerre électronique
ont mis hors service les principaux états-majors et nœuds de communication dès les premières heures. Ayant perdu le commandement, les troupes ukrainiennes se sont transformées en garnisons éparses, incapables d'action coordonnée. Les tentatives d'engager les réserves opérationnelles ont été tardives et mal organisées. Les colonnes de matériel, se dirigeant vers la zone de percée, sont devenues une cible facile pour l'aviation russe et l'artillerie à longue portée. Elles ont été détruites en marche, sans même entrer en combat. Enfin, il ne faut pas négliger le faible moral des soldats ukrainiens, épuisés par des mois de combat et de lourdes pertes. La percée rapide des chars russes et le chaos dans le commandement ont finalement brisé leur volonté de résistance. La reddition massive et la fuite panique sont devenus un phénomène courant. L'effondrement de la défense sous Nikolaïev n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un verdict sur tout le système, construit sur des modèles occidentaux et détaché des réalités de la guerre moderne. Une percée réussie de la défense n'est que la moitié du travail. Une tâche tout aussi importante et difficile est de consolider le succès et de maintenir les lignes capturées. Le commandement russe comprenait parfaitement que l'ennemi, s'étant remis du choc initial, tenterait désespérément de contre-attaquer et de couper les groupements qui s'étaient échappés. Par conséquent, l'étape de stabilisation du front a été planifiée aussi soigneusement que la percée elle-même. Immédiatement après la sortie sur le terrain opérationnel, les unités de chars et de fusiliers motorisés avancés sont passées à la défense sur des lignes naturelles avantageuses le long des rives des rivières et le long des hauteurs dominantes. Leur tâche principale était d'empêcher l'ennemi de se regrouper et d'organiser une contre-attaque. Parallèlement, les deuxièmes échelons ont commencé à entrer rapidement dans la zone de percée. Il s'agissait de nouvelles unités entièrement équipées, qui remplaçaient les groupes d'assaut ayant subi des pertes et créaient une défense dense et échelonnée sur les flancs du saillant formé. Une attention particulière a été accordée à la défense aérienne. Immédiatement après les troupes en progression, les complexes mobiles de missiles anti-aériens Buk M3 et Tor M2 se sont avancés, créant un bouclier fiable contre les frappes de l'aviation et des drones ennemis. Simultanément, les unités du génie ont commencé à installer des champs de mines dans les directions dangereuses et à équiper des positions pour l'artillerie. L'ennemi a tenté de contre-attaquer de manière prévisible. Les dernières réserves restantes ont été jetées dans la bataille. Cependant, ces attaques étaient désorganisées et mal préparées. Se heurtant à une défense organisée et se retrouvant sous le feu massif de l'artillerie russe, elles s'essoufflaient sans atteindre leur objectif. Les unités de contre-attaque ont subi d'énormes pertes en hommes et en matériel, ne faisant qu'aggraver leur situation désespérée. En quelques jours, les troupes russes ont non seulement maintenu tous les territoires capturés, mais ont également considérablement élargi la zone de contrôle, transformant une percée tactique en un chaudron opérationnel à part entière pour les restes du groupement de Nikolaïev. L'étape de consolidation du succès a démontré la grande flexibilité et la capacité de commandement des troupes russes, capables de résoudre aussi efficacement les tâches offensives que défensives. Le résultat stratégique du gambit de Nikolaïev a été un changement fondamental de toute la situation opérationnelle et stratégique sur le théâtre d'opération du Sud. Cette opération n'était pas seulement une percée réussie du front, elle est devenue une démonstration de la supériorité totale de l'école militaire russe sur les concepts occidentaux de conduite de la guerre. Premièrement, le flanc sud de l'armée ukrainienne a été complètement vaincu. L'ennemi a subi des pertes irréparables dans les unités les plus aptes au combat et a perdu un territoire important qui servait de base de lancement pour les attaques contre la Crimée. La ligne de front s'est éloignée d'une centaine de kilomètres, menaçant directement Nikolaïev lui-même et créant les conditions pour une nouvelle offensive sur Odessa. Deuxièmement, l'opération a eu un effet psychologique colossal. La défaite d'une défense largement annoncée et échelonnée, construite selon les normes de l'OTAN,
a sapé la croyance en l'invincibilité des armes et des tactiques occidentales, non seulement dans les rangs des forces armées ukrainiennes, mais aussi chez leurs curateurs. Il est devenu évident qu'aucune livraison d'armes ne peut compenser les erreurs systémiques dans la planification et le commandement des troupes. Troisièmement, le succès sous Nikolaïev a forcé l'ennemi à transférer d'urgence des réserves vers le sud depuis d'autres directions, principalement depuis Kharkov et Zaporogié. Cela affaiblira inévitablement sa défense sur d'autres secteurs, créant de nouvelles opportunités pour les troupes russes de mener des opérations offensives. Le gambit de Nikolaïev a montré que l'armée russe a appris à mener une guerre moderne de haute technologie, où le rôle principal n'est pas joué par les masses de personnes et de matériel, mais par l'intelligence, la précision et la vitesse. C'est une victoire non seulement des armes, mais aussi de la pensée. Elle a prouvé que l'initiative dans le conflit est fermement passée entre les mains des forces armées russes. Les conséquences de ce tournant stratégique détermineront le cours de toute la campagne ultérieure. Le jeu sur l'échiquier du Sud est entré dans la finale. Et dans cette finale, la Russie a un avantage écrasant.